Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver au surlendemain du Grand Prix de Hongrie, épreuve qui marque la fin de la première partie du championnat du monde de Formule 1 2025 avant la trêve estivale. Ça y est, les pilotes sont partis en vacances, on les imagine avec leur bouée canard au bord de la plage avec maman, les enfants en train de faire des pâtés de sable. Il n'y a que deux papas en Formule 1, oui. Donc les enfants, pour beaucoup, c'est vite réglé. C'est peut-être eux les enfants. Bon, on va parler de ce Grand Prix qui était quand même bien parti pour ronronner. J'ai eu peur à un moment. Et puis la deuxième partie, c'est quand même vachement animé. Et ça nous a fait un Grand Prix intéressant. Ça part ronronner quand même au niveau du chronomètre. Je vois le top 10 en qualif le plus serré de l'histoire de la Formule 1. Et puis McLaren qui fait quand même 2 arrêts pit-stop de 1 seconde 94 pour Norris et ensuite pour Piastri. Enfin, je ne sais plus dans quel ordre. Mais ça n'a pas chômé, ils ont fait chauffer les pistolets. Eh ben, on va en parler justement de McLaren avec le doublé, la victoire de Lando Norris qui offre à McLaren sa 200e victoire en Grand Prix, un chiffre symbolique. Et mine de rien, on commence sérieusement à se rapprocher des records établis par Ferrari. On va parler des chiffres. On en a une bonne tartine, préparez-vous, il y aura un terreau après. Et puis on reviendra aussi en se demandant si Piastri s'est pas un petit peu fait piéger par son équipe en restant sur la stratégie à 2 arrêts pour l'Australien, alors que Lando Norris, lui, a opté pour une stratégie à un seul arrêt. On essaiera de voir un peu, de donner notre opinion sur la situation. On va parler de Ferrari aussi. J'ai envie de dire, on l'a déjà employé cette image, un peu le rouge et le noir. C'est-à-dire que le rouge, chez Ferrari, c'est plutôt bien. Donc, on a re-signé Fred Vasseur pour les prochaines saisons. Samedi, Charles Leclerc fait la pole position. Il fait la moitié du Grand Prix en tête en contrôlant plutôt les opérations. Tu te dis, c'est un bon week-end pour Ferrari. Et puis là, vous fermez les yeux, vous les rouvrez au moment du podium. C'est réalisé sans trucage, je le concède. Et il n'y a plus de Ferrari sur le podium. Ouais. Et vous voyez des pilotes qui sont complètement dépités. On reviendra sur ce week-end vraiment en 2 temps du côté de chez Ferrari. Les conséquences, on essayera de comprendre aussi. Et puis enfin, on va parler de Red Bull. Max Verstappen a donc confirmé qu'il resterait chez Red Bull pour la saison 2026 et les suivantes, mettant fin donc aux rumeurs qui circulaient dans le paddock. Voilà un point qui est maintenant assuré. Bon, qu'est-ce qui se passe derrière ? Maintenant, en gros, au sein de l'équipe Red Bull, étant donné que la saison 2025 elle est perdue. Tous les regards maintenant sont en train de se porter vers la cellule Red Bull Powertrain qui doit construire le moteur qui propulsera la Red Bull l'an prochain en 2026. Et on va parler justement, Stéphane, de cette filiale Red Bull Powertrain, de qui la compose, comment ça se passe, l'intégration avec Ford. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et c'est parti pour les fous du volant post-Grand Prix de Hongrie. Et on commence donc avec McLaren et cette 200e victoire dans l'histoire du constructeur britannique fondé par Bruce McLaren. C'est au passage le 4e doublé consécutif de McLaren en Grand Prix cette saison. On a beaucoup de chiffres à vous proposer. C'est Stéphane qui va s'y coller. 200e victoire de McLaren en Grand Prix. Stéphane. Je voulais en parler parce que c'est un chiffre quand même qui frappe l'imagination. Quand même, là, McLaren entre dans une dimension dans laquelle Ferrari gravitait toute seule jusqu'à présent. Et il y a d'autres constructeurs qui ont dépassé le cap des 100 Grands Prix déjà. Mais McLaren maintenant a de plus en plus de quoi parler presque d'égal à égal avec Ferrari. McLaren, c'est une écurie qui est arrivée en Formule 1 en 1966, qui a accumulé quand même 12 titres mondiaux pilotes, avec 7 titres acquis avec des pilotes différents, et 9 titres constructeurs, sans compter celui de cette année. Même chose pour les titres pilotes. 200 victoires, donc 172 pole positions. Et pour ajouter à cette dimension historique, l'an prochain, ce sera aussi l'année des 50 ans de McLaren en Formule 1 et ce sera le 1000e Grand Prix de la marque de Woking à Miami. À Miami, voilà. Oui, en plus, avec le patron américain. Exactement. Parfait. Donc, McLaren, je
je trouve, s'installe un petit peu plus aux côtés de Ferrari. Alors, avec des grands noms. Tu m'as même dit plus que ça. Hein. Tu m'as même dit que finalement, maintenant, les records de Ferrari étaient dans le viseur de McLaren. Ouais. On va y venir. Mais tout à fait. Le côté historique, c'est aussi les noms qui ont remporté des titres pour McLaren. Alors, je prends les 4 plus grands. Senna, 35 victoires. Prost, 30. Et puis Hamilton et Häkkinen. Seul Coulthard n'a pas été champion du monde dans ce top 5. Donc, ce sont des grands noms, c'est vrai. Et effectivement, quand on regarde d'un petit peu plus près, on voit que McLaren commence à tutoyer Ferrari dans le grand livre des records. Ce qui fait l'aura de Ferrari aujourd'hui, c'est 4 records principaux, les titres mondiaux pilotes, les titres mondiaux constructeurs, les victoires, les pôles. Et là-dessus, c'est vrai qu'en termes de constructeurs, il n'y a pas match. Ferrari en a 16 contre 9 pour McLaren. Et au niveau des pilotes, Ferrari en a 15 et McLaren en a 12. Et ça en fera un 13e. À la fin de la saison. Donc, à ce rythme-là, sur une suprématie qui pourrait durer 2 ans de plus, ce record de Ferrari pourrait être partagé avec McLaren en 2027. Donc là, il y a une menace qui est claire. Et puis, au rang des victoires, par contre, il y a encore un petit peu de marge. 248 pour Ferrari, mais Ferrari donc, mène avec 48 victoires d'avance, McLaren en a 200. Au rythme où ça va, McLaren finira peut-être la saison avec 210 victoires. Donc 38 d'écart. J'ai fait un petit calcul. Ils en sont cette saison, les pilotes McLaren, à 11 victoires sur 14 Grands Prix. Oui. Ça fait 78,5% de réussite. Si tu reportes ça sur les 10 Grands Prix qui restent cette saison, ça fait entre 7 et 8 victoires différentes. Donc ils pourraient déjà être, à la fin de la saison, à 208. Bon, il ne resterait déjà plus que 40 d'écart. Tout à fait. Et sur, effectivement, des saisons à 24 Grands Prix, ça peut quand même aller très, très vite. Et on pourrait ressortir ces chiffres-là dans 2 ans et voir une réalité complètement différente. Parce que Ferrari, c'est la belle endormie, mais qui ne s'inquiète pas trop. Depuis 15 ans, ils ne sont pas champions du monde, mais ce sont des écuries jeunes, quasi débutantes, qui sont championnes à leur place. C'est Braun, en 2009. Qui fait sa seule saison couronnée par 2 titres, pilote et constructeur. Puis c'est Red Bull qui commence son épopée avec 8 titres, 8 saisons dominées par Mercedes qui démarrait quasiment aussi de 0. Donc on s'est jusque-là pas tellement inquiété en se disant chez Ferrari on est solide sur nos bases, on répète aux tifosi qu'on est l'écurie historique de la Formule 1, ce qui sera toujours le cas. Ils sont arrivés au 2e Grand Prix en 1950 et McLaren est arrivé en 1966. Sauf que maintenant, c'est McLaren qui se remet à gagner. Et là, McLaren, qui avait mis son palmarès en sommeil, revient challenger Ferrari de façon quand même assez conséquente. Et là, sur ces 4 records, il y en a peut-être 2 qui appartiendront à McLaren, conjointement en 2 ans, et peut-être exclusivement à McLaren dans 3 ans. Attention à Ferrari. Et j'ai regardé aussi, Gilles, ce que ça donne sur le plan des circuits qui ont marqué l'histoire de la Formule 1, ce qu'on appelle les Big Five, Monza, Silverstone, Spa. Alors, pas d'inquiétude pour Ferrari à Monza, c'est son jardin. 20 victoires contre 11 pour McLaren. À Silverstone, il y a un avantage aussi, mais tu vois, Gilles, qu'il est de 2 victoires, simplement. Et puis à Spa, il est seulement d'1 victoire. Ça veut dire, là encore, la donne peut complètement changer d'ici 2 ans et on pourrait voir les choses de façon complètement opposée dans le prisme de McLaren. Et là, si on poursuit avec les 2 derniers circuits qui composent ce Big Five, à Monaco, c'est McLaren qui domine avec 16 victoires, loin devant Ferrari. Et à Suzuka, là, c'est l'intrus. Chercher l'erreur, c'est Red Bull qui s'est installé tout en haut avec 8 victoires devant Ferrari et McLaren. Ça veut dire que je trouve, moi, que Ferrari doit maintenant se réveiller parce que le danger, c'est que dans 2 ans, on leur dise « Vous êtes là depuis 1950, mais vous n'avez pas les plus beaux records. » Et McLaren est en train de prendre les plus beaux joyaux de la couronne. Je vais me faire plein de copains, mais c'est un peu le syndrome à jamais les premiers, en fait. Peut-être, alors je n'irai pas sur le terrain-là parce qu'on va avoir des réactions sur les réseaux sociaux. Tout à fait, mais c'est un petit peu ce qui ressort sur les Big Five. Dernier panneau, c'est 66 victoires de Ferrari, donc sur ces 5 grands circuits, 60 pour McLaren. Donc là, c'est pareil, si tu grattes un petit peu hors de ces 4 grands records, c'est plus Ferrari qui domine systématiquement. Là, ils sont partis pour se faire challenger. Je trouve qu'il y a danger. Et
Ferrari ressent une grande pression par rapport à le poids de l'histoire, mais attention, d'ici quelques années, on leur dira peut-être vous avez perdu tous ces records, qu'est-ce que vous faites maintenant? Et chez Ferrari, on nous dira oui, alors maintenant on nous reproche en fait de ne pas être les premiers, parce qu'on était là aux origines de la Formule 1. En fait, c'était la question que j'allais te poser. Est-ce que c'est vraiment important, tous ces records? D'une certaine manière, oui, parce que pour l'instant, c'est derrière ça que régulièrement Ferrari se cache. Cache. Franchement. Et que là, à un moment, il va falloir quand même remettre les statistiques en route. C'est John Elkann qui disait qu'il faudrait un titre avant 2026. Ce ne sera pas le cas. Donc, c'est l'éloge de la patience, toujours. Fred Vasseur dit les tifosi sont fantastiques, ils ont une foi inébranlable. Ce qui est vrai. En Ferrari. C'est complètement génial. Là, c'est au-dessus de tout. Et même si, effectivement, il y a un basculement de ces statistiques, et je pense que McLaren ne manquera pas d'appuyer là où ça fait mal, il y aura toujours une aura particulière autour de Ferrari qui sera toujours la première équipe en termes de prestige, en termes de rayonnement. Mais c'est vrai que la marge se réduit pour Ferrari. Alors, on va revenir maintenant plus précisément sur ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix de Hongrie, avec un Oscar Piastri qui était deuxième sur la grille, qui va faire le début de course en deuxième position derrière Charles Leclerc. Un Lando Norris qui était troisième sur la grille, qui se fait un petit peu malmener en début de course, qui se retrouve quatrième derrière George Russell. Il y a eu l'épisode de l'effondrement des performances de la voiture de Charles Leclerc. On va en parler un petit peu plus tard. Mais donc Oscar Piastri était le mieux placé pour aller cueillir cette victoire qui lui tendait les bras. Oui, sauf que Lando Norris a rusé et qu'en faisant un seul changement arrêt pour changer de pneu contre deux à son coéquipier, il a remporté ce 14e Grand Prix de la saison. Alors, est-ce qu'on a manigancé chez McLaren pour permettre à Lando Norris de s'imposer aux dépens de Oscar Piastri? C'est un petit peu la question qu'on va se poser. Avant de vraiment se poser la question, Stéphane, une petite information qu'on vous donne. Pirelli, le fournisseur de pneus du championnat, donne avant chaque Grand Prix sa préconisation pour les stratégies de pneus. Et ce qu'on voit, c'est que Pirelli avait dit que la stratégie la plus rapide, ce serait 2 passages au stand, un premier relais en pneu médium, ensuite 2 relais en pneu dur. Dans leur hiérarchie des performances, la deuxième possibilité, c'est de faire un seul arrêt en partant en médium et en passant ensuite en pneu dur. C'est celle-là que va choisir Lando Norris pour s'imposer. On évoquait chez Pirelli un écart entre les deux stratégies de 7 secondes en faveur de la première. Finalement, c'est la deuxième qui s'est imposée. Stéphane, quel est ton sentiment? Est-ce qu'il s'est fait piéger, Piastri? Oui, je pense. Vraiment. Pas par Norris, mais par Will Joseph, son ingénieur. Ah, ok, d'accord. Non, je pense parce que je lis à travers les lignes les communications radio et c'est parti d'un constat où il y avait un flottement dans le camp Piastri. Là, le grand mérite de McLaren, c'est de pousser à fond l'équité et de laisser travailler les deux parties du garage et de développer leur stratégie, sachant quand même que les deux s'espionnent. Forcément, elles savent ce qui se trame. Mais le camp Piastri n'a pas compris ce qui se passait ou ce que pouvait faire Norris. Je suis d'accord. Ce qu'il faut dire, peut-être que tout le monde ne le sait pas parmi ceux qui nous suivent, quand il y a des briefings ou des débriefings, les deux staffs, c'est-à-dire le staff de Piastri, le staff de Lando Norris, sont dans une pièce. En gros, sur une grande table de réunion avec des ordinateurs au milieu, ils sont face à face. Tout le monde voit la même chose, c'est-à-dire que le staff de Piastri voit les datas de la voiture de Lando Norris et il y a même au-delà de cette pièce des gens qui le voient. Les personnes qui sont dans le Room Operation Service, donc à l'usine, voient aussi ce qui se passe dans la pièce et peuvent échanger. Donc il n'y a pas moyen pour une équipe de manigancer à l'encontre d'un des deux pilotes à ce moment-là. Et encore une fois, on le dit, ça n'est pas une manœuvre de McLaren contre Piastri que l'on soupçonne. Mais forcément, il y a eu la possibilité à un moment pour Lando Norris de parler avec son ingénieur à lui, Tom Stallard, entre quatre yeux, et de se dire, mais est-ce qu'on tenterait pas le coup, vu qu'on va partir troisième sur la grille, de faire qu'un seul arrêt?
C'est possible. Et ça n'a rien oui, de... Oui, J'utilise le mot manigancer, il y a une connotation un petit peu négative. Oui. Je suis désolé, c'est pas manigancer, c'est réfléchir à une stratégie. Voilà. Tout à fait. Il n'y a rien de négatif. Au 8e tour, il y a Stallard, donc l'ingénieur de Piastri, qui lui demande... les rivaux, il y a des rivaux qui parlent d'un arrêt. Donc l'information est déjà chez McLaren. Oui, la possibilité existe. Est-ce que ça te paraît possible? Et Piastri n'y croit pas tellement. Il dit en tous les cas, il faut attendre, je ne sais pas. Et là, le clan Norris va s'engouffrer dans la brèche. Vraiment. Et au 18e tour, il y a Joseph qui demande à Norris, qui lui propose, qui lui dit, on pense au plan A, -5. Et répète. On pense au plan A, -5. Pourquoi est-ce que, quand il faut faire une économie de mots à la radio, l'ingénieur répète cette formule? Je ne sais pas du tout. Les seuls mots qu'il répète, c'est box, box, box. À la radio, c'est tout. Et là, Norris, qui s'était pas plaint, parce que des pilotes, quand ils commencent à avoir de la dégradation, ils se plaignent, l'air sale, j'arrive pas à doubler un tel, mes pneus que je commence à souffrir. Enfin, ils envoient des messages comme ça, et Norris, c'est pas le dernier pour parler, pour rapporter ces choses-là. Et puis Norris, d'un seul coup, il dit « Oui, tu as raison, c'est vrai, non, mais je te confirme, mes pneus sont morts. » Alors d'un seul coup, ils étaient bien, et puis 2 tours après, ils sont morts. C'est génial, c'est génial. C'est dans ce sens-là qu'il s'est fait piéger, Piastri? Non, c'est dans ce sens où Norris répond à Joseph en disant « Oui, on y va pour changer complètement, et l'autre partie du garage ne va rien comprendre. » Et je pense qu'ils sont partis là-dessus. Effectivement, après, au tour 19, tentative d'undercut, donc Piastri rentre sur Leclerc, il poursuit sa course, il se doute de rien, et puis il y a Norris qui commence à enchaîner les tours, tout à fait, jusqu'au 32e, c'est complètement hallucinant, franchement. Donc, et après, Joseph, 5 tours plus tard, là d'un seul coup, ça a complètement changé, il lui parle plus d'un plan A raccourci, il lui parle d'un plan A étendu, qui serait un plan D. Mais c'est hallucinant. Comment est-ce que cette situation a été prévue à l'avance? Bien sûr. Bien sûr. Okay. En tous les cas, ils se sont sentis tous les deux. Et c'est à ça aussi que ça a une complicité entre un ingénieur et un pilote. Savoir, je pense, quand est-ce qu'il y a une petite marge de manœuvre. Et quand on s'échange tout, quand on se dit tout, quand chacun sait ce que c'est que le plan A, le plan B, etc., ils sont très très forts aussi pour ça ailleurs. Eh bien, Norris, je pense, quand il entend cette proposition qui est répétée sans aucune justification, il comprend qu'il faut y aller et qu'il faut prendre le contre-pied. Ce qui était de toute façon la chose à faire, autrement tu restes arrière. Et ce qui est logique, de toute façon, quand le leader est devant, si toi tu es le chasseur, il faut que tu essayes une solution différente. Si tu fais la même chose, ça Et ça là, Piastri s'inquiète en disant, est-ce que vous pensez que ça va passer? Et son ingé lui répond, ça me paraît difficile. Donc ils n'ont toujours pas concepté que Norris va retourner la situation. Tu sais aussi ce qui peut avoir piégé Piastri, c'est pas seulement le bluff de Norris de dire mes pneus sont morts alors qu'en fait il a encore allongé son relais. Il y a peut-être aussi le fait qu'il y a eu un moment, tu as parlé de flottement, et on a entendu à un moment l'ingénieur d'Oscar Piastri lui demander contre qui tu veux faire la course. Est-ce que tu veux aller chercher la victoire contre Leclerc ou est-ce qu'on se concentre sur Norris? Et en fait, quand tu as 2 objectifs, il y a un moment, tu n'as plus, par définition, tu n'as pas 100% de ton attention sur les 2 objectifs en même temps. Et je pense que c'est finalement cette situation qui a coûté très très cher à Piastri. Et quand ils s'en sont rendus compte, c'était trop tard. Oui. Et alors, Piastri visait en priorité effectivement Norris. Il voulait rester devant pour gratter des points au championnat, ce qui est normal, et pas la victoire. Ce qui est logique. Et donc, il a échoué sur les 2 plans de toute façon. Et quand tu penses que Norris avait à dépasser Alonso, Russell, ce qui est quand même pas aisé, il revient de la 4e place, c'est fort, et puis il est proactif. Quand son ingénieur lui dit ça veut dire que tu vas rester 40 tours pour finir en pneus durs, pas de problème, on y va. Et puis à la fin, quand il lui dit aussi s'il y a une safety car, on te met des pneus durs, tu ne perdras qu'une position par rapport à Oscar. Il lui dit tout de suite non, soft. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, ils seraient battus. Et c'est pas de chance, quoi. La pièce retombe du mauvais côté. Non, il dit non, je veux détendre. Et puis on y va, c'est-à-dire que j'essaie d'aller chercher. Parce que ça, c'est sa position de 2e au championnat. De chasseur. L'a dit à la fin. Il avait raison de faire ça. Il est derrière. Il prend le plus gros pari. C'est là où il y a le plus à gagner. Et ce qui est assez marrant dans l'histoire, c'est que Piastri dit à la place de Norris, j'aurais fait la même chose. J'aurais pris un arrêt. Et pour la deuxième épreuve de suite, eh bien, les pilotes étaient prêts à inverser leur position puisque en Belgique, Norris avait pris des pneus durs alors que tout le monde était en tendre et il gagne comme ça. Et à l'arrivée, Piastri dit en fait,
si j'avais été dans sa situation, j'aurais aussi pris des durs. Donc, ils se connaissent maintenant par cœur. Ils se surveillent. Il n'y a pas eu contact, là, ça a été juste. Bon, et là, maintenant, le duel est bien installé. On se régale parce qu'il n'y a rien de malsain là-dedans. Clairement, on en revient à 9 points d'écart seulement. Enfin, il reste 10 Grands Prix, 9 points d'écart, c'est assez passionnant. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'une nouvelle fois, finalement, la vie du chasseur, elle est plus facile que la vie du chassé, parce que Piastri, à un moment, s'est retrouvé écartelé entre savoir s'il devait attaquer ou défendre, alors que quand vous êtes derrière, il n'y a qu'une solution à faire, c'est prendre des risques, attaquer. Et voilà, c'est des pilotes qui sont exceptionnels, ils ont une voiture qui est hors norme en ce moment, qui est au-dessus du lot. Quand vous mettez tout ça ensemble, ça fait des résultats. Et là, le déroulement du Grand Prix sur les 10 derniers tours, à savoir est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va avoir le temps de le dépasser, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Ce qui est génial, et puis c'est un petit peu l'esprit Max Verstappen, c'est ce sur quoi il a construit quelques-uns de ses titres. En tous les cas, c'est sa mentalité, c'est-à-dire qu'on ne reste pas derrière sans rien faire. On essaie de prendre les autres à contre-pied, on essaie de devancer pour ensuite espérer une safety car. Mais il faut faire ça quand tu veux aller chercher un titre mondial. Exactement. On va parler de Ferrari. Tiens, tu parles d'aller chercher le titre mondial. Ferrari, ils en sont un petit peu loin. Ferrari, en 2 temps ce week-end, avec cette semaine d'ailleurs en Hongrie, avec une première, on va dire une première étape. On arrive en Hongrie plutôt détendu du côté de chez Ferrari. John Elkann annonce que le contrat de Fred Vasseur est reconduit pour plusieurs saisons. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour cette équipe. Ça veut dire qu'on va continuer de travailler dans la stabilité. En super manager, derrière, il a employé 3 mots forts: progression, stabilité, confiance. Voilà, tout est dit. Ensuite, le week-end se déroule. La qualification n'est pas un long fleuve tranquille. Ça ne se passe pas très très bien pour Lewis Hamilton qui ne passe pas en Q3. Mais Charles Leclerc va chercher la pole position dimanche. Première moitié du Grand Prix, Charles Leclerc est devant. On comprend que Oscar Piastri se concentre plus sur sa bagarre avec Lando Norris que pour aller chercher la victoire. Bon, on se dit, là, ça y est, c'est bon. Oui. On n'imagine pas Leclerc et Ferrari qui vont gagner. Et là, patatras, le château de cartes s'écroule dans le 3e relais. Déjà, ça avait commencé dans le 2e relais de Charles Leclerc. Dans le 3e relais, la Ferrari perd 1,5 seconde, 2 secondes au tour. Et elle se fait même déloger du podium en fin de course par George Russell. À ce moment-là, je reprends les propos de John Elkann, qui était donc arrivé en Hongrie. Et quand on lui dit pourquoi vous êtes venu en Hongrie, il dit parce que c'est le dernier Grand Prix avant la trêve estivale. Écoute, c'est énorme. Il ne pouvait pas savoir, hein. Je ne me moque pas, mais vraiment là, ça tombe mal. C'est un bon moment pour réfléchir à ce qui a été un début difficile et plus important encore, c'est là que c'est énorme, poser les bonnes bases pour la seconde moitié de la saison et vraiment s'assurer que tout le monde parte en vacances avec de l'énergie. Waouh, John. Et après le Grand Prix, tu sais, si tu es un réalisateur, tu fais hop, fondu au noir et tu mets les déclats de Charles Leclerc qui te dit mais là c'était impossible de gagner, de Lewis Hamilton qui te dit qu'il ne sert à rien. Ouais. Et tu te dis waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a le sentiment qu'ils ont le but était vide et que Ferrari n'a pas marqué, que Charles Leclerc partant de la pole. Ouais. Alors c'est un coup de chance quand même parce que le samedi ne doit jamais être en pole. On est clair, il y a une baisse de 13, il y a une baisse de 13 à 14 degrés. Oui. De la température de piste de la Q1 à la Q3. Personne n'a quasiment reconnu sa voiture en Q3. C'est pour ça qu'on a obtenu le top 10 le plus serré de l'histoire. À peu près tout le monde pouvait faire la pole position. Mais Charles Leclerc l'a fait spécialement et il s'est comporté comme en leader. Avant, je crois, son 2e run en Q2, il veut absolument s'assurer de passer en Q3. Il dit attention, les gars, je veux qu'on maîtrise le timing de sortie des stands, je veux le moins de voitures devant moi, etc. Donc là, il parle de façon autoritaire. Oui, clairement, on le reconnaît à peine parce qu'il sent qu'ils vont peut-être rater quelque chose d'important. Voilà. Et là, pole position, il se dit surpris, estomaqué. Vasseur dit à peu près la même chose, c'est à n'y rien comprendre. Tu sais que j'ai pensé à toi au moment de la qualif parce que on sait que Charles Leclerc,
il est très très fort en qualification, mais qu'il y a un petit déficit sur le taux de transformation de ses pôles en victoire. Et là, au moment où il réalise la pole, je me dis « Ah, mais Stéphane, il nous a dit dans Les Fous du Volant que le poleman du côté de Budapest… » Les 4 dernières années, n'avait pas il gagné. n'a pas gagné. Et là, je me suis dit, c'est quand même pas possible. Il va pas nous faire ça. Et toute la première moitié du Grand Prix, je me suis dit, bah là, ça y est, la stat de Stéphane, elle va tomber. Et ben non. Et il y a un truc sur le taux de transformation de Charles Leclerc sur les pole positions ou pas? Alors, plus généralement, moi, je regardais un petit peu les commentaires qui circulaient après la pole de Charles Leclerc, qui était assez chanceuse, et les gens étaient défaitistes, peut-être pour ça, parce qu'il y avait eu des circonstances particulières. Et puis, je sentais aussi que… J'ai toujours du mal avec ça, parce que les conditions de piste, c'est les mêmes pour tout le monde. Oui, tout à fait, mais la Ferrari était quand même mieux dans ces conditions de la Q3 que de la Q1 et de la Q2. Mais les gens considéraient que Charles Leclerc n'allait pas être assez opportuniste ou agressif, parce qu'il a une image de gentleman, et c'est vrai, il est d'une correction extraordinaire, sauf dimanche. Bon, mais habituellement, il assure ses pole positions, mais il y avait comme une défiance à l'égard de Charles Leclerc. Puis on parlait de 26 pole positions déjà, avec simplement 5 victoires au bout, et c'est vrai que c'était faible, et je me suis dit, mais est-ce que c'est de sa faute, ou est-ce que c'est vraiment la voiture qui pose problème? Alors j'ai regardé tout simplement, Gilles, qu'est-ce que sont devenus… Attends, justement, pour les amateurs de chiffres, moi, quand j'ai vu 27e pole position pour Charles Leclerc, je suis désolé, le chiffre 27 chez Ferrari, c'est un chiffre mythique. Donc je me suis dit, non, c'est pas possible, ça va faire une belle histoire. Et patatras. Allez, vas-y, je te laisse. Non, mais 27 pole position, et au bout, donc, je regarde, effectivement, ces fameuses 5 victoires, ce qui est un taux extrêmement faible. 7 fois deuxième, 5 fois troisième, 5 fois quatrième, voilà. 3 abandons, 2 techniques, une erreur qui est à mettre sur son compte, une disqualification, et puis une non-participation suite à une erreur personnelle, c'était son Grand Prix à domicile en 2021. Quand il tape après avoir fait la pole et la boîte de vitesse est cassée, il ne peut pas prendre le départ. Tour de formation le dimanche, il voit qu'il y a un problème, il ne peut pas partir. Et là, donc déjà, c'est assez faible, mais il assure quand même des gros résultats, P2, P3, on ne peut pas gagner à tous les coups, mais je me dis effectivement, d'où est-ce que ça vient? Et là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il convertit déjà sa pole position? Qu'est-ce qui se passe dans le premier tour, au premier virage? Est-ce qu'il fait preuve d'autorité? La réponse est oui, bien sûr. Là, sur la fin du premier tour, il est 18 fois en tête, donc il n'y a pas de problème sur 27. Il est 7 fois deuxième, une fois troisième. Bon, il n'y a rien à lui reprocher, c'est pas… des chiffres qui montrent une fébrilité particulière. Non, mais en revanche, c'est vrai que sur les taux de conversion en victoire, il a le taux le plus faible de tout le plateau, c'est 18%, simplement. Wow. Russell tourne à 33%. Alors, j'ai pris à partir de 4 victoires, donc Russell a 4 victoires, donc ça rentre dans ce tableau-là. Norris, c'est 47, il assure, c'est réglé. Sainz, c'est 50, Alonso, c'est 54. Et puis, après, on passe sur les spécialistes. Hamilton, 57%, Piastri, 75%. Bon, il a… voilà. Et puis, Verstappen, 75 aussi, avec la quantité de victoires qu'il a. Lui, il est inflexible. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de 18 à 75, c'est impressionnant quand même. Exactement. Et par rapport à ça… Charles Leclerc, dans le premier tour, il fait le job. Il n'y a pas de problème. Il est en tête, il attaque bien, etc. Et après, on se dit, dans le premier relais, la Ferrari, elle est bien. Ils sont en forme aujourd'hui, ça tient. Et puis, on va voir. Et c'est après, dans le deuxième relais, troisième relais, que ça se gâte. Et c'est là où la Ferrari lâche. Et c'est ce qu'on a vu dimanche. Une baisse de performance dans le deuxième relais, mais ce n'était pas encore… ça ne mettait pas en danger sa victoire. Et puis là, après, tout s'est écroulé dans le troisième. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ferrari fait, depuis que Charles Leclerc fait des pole positions, depuis 2019, on le voit. On l'avait évoqué, voilà, la voiture du samedi. La voiture du samedi, pas du dimanche. Alors, quand ils font beaucoup de pole positions, mais qu'ils s'aperçoivent que ça ne tient pas le dimanche sur un relais de 15 ou 20 tours, ils disent il faut un petit peu plus s'orienter vers la course. C'est ce qu'ils ont fait cette année. Changer la suspension avant pour avoir une voiture beaucoup plus directrice, qui est plus économe en pneus, etc. etc. Et ils constatent qu'en course, le taux de conversion n'est pas très bon, et ils disent mais en fait c'est parce qu'on ne part pas assez haut sur la grille. Donc tu as un autre effet de balancier en disant il nous faut une bonne voiture sur un tour et puis après on gère. Et Ferrari
se balance comme ça d'une voiture typée samedi à une voiture typée le dimanche, et ça n'arrête pas, et on n'a pas trouvé le bon compromis, et c'est ce qui coûte très cher à Charles Leclerc. On va revenir maintenant sur le déroulement de la deuxième moitié du Grand Prix pour Charles Leclerc, parce qu'effectivement, il est en tête de l'épreuve à mi-course. Le deuxième relais, on sent bien que les performances se dégradent un petit peu. On a changé de type de pneus, on est passé de pneus médiums à des pneus durs pour Charles Leclerc. Bon, on se dit les pneus durs, effectivement, ont l'air de moins bien convenir. Mais à ce moment-là, Piastri est encore derrière, et surtout, ça a communiqué à la radio, et Piastri a dit non, on s'occupe de Norris plutôt que de Leclerc. Donc quelque part, ouais, tout est encore possible. Et puis là, le troisième relais où les performances s'écroulent totalement. Et même après l'arrivée, on n'avait toujours pas d'explication à donner de manière très très claire du côté de Ferrari. On a eu des interviews de Fred Vasseur, de Charles Leclerc lui-même, qui au départ a pensé, au moment où il était au volant, il y a plein d'échanges radio là-dessus, où on a modifié un petit peu l'aileron avant sur un de ses passages au stand, et où il a cru que c'était ça qui avait vraiment totalement dégradé sa voiture. En fait, il n'y a pas eu seulement ça. Il y a eu clairement autre chose. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Les Ferrari ont eu un problème d'usure de planche. C'était en Chine, oui, où la planche a été trop usée. Et donc, depuis, elles sont obligées de rouler un petit peu plus haut, parce qu'on n'a pas le droit, vous savez, d'user la planche qui est sous la voiture. Il faut qu'il reste 9 mm après la course. On flirte sur beaucoup de Grands Prix avec cette usure. Et là, manifestement, on avait peur de trop avoir usé. Et dans les solutions qui ont été employées depuis le début de la saison par Ferrari, dans ce cas-là, il y a de faire un dernier relais avec des pneus qui sont avec une pression plus importante. Autrement dit, vous gonflez plus vos pneus, c'est mécanique. Hop, ça remonte un peu la voiture. Mais sauf que ça dégrade les performances. Si la voiture est un petit peu remontée, le patin ne frotte plus. Mais les performances, elles ont été totalement détruites. Alors, ils ont peut-être roulé un petit peu plus bas qu'ils n'auraient dû, je ne sais pas, mais le bitume avait été refait dans la ligne droite, quand même, pour supprimer des bosses. Donc, ça a peut-être ouvert un champ des possibles pour Ferrari, pour dire, on abaisse un petit peu, ça va passer. On remonte à la fin et ça passera. Je ne sais pas, mais... Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Quand tu perds 2 ou 3 dixièmes, déjà, c'est un montant énorme. Les équipes disent, il faut qu'on enquête, parce que vendredi, le dimanche soir, on n'en sait pas encore tellement sur les paramètres qui ont pu influencer. Quand tu perds 2 secondes, tu sais. Tu vois sur les ordinateurs ce qui se passe. C'est là où le fameux problème mystérieux, j'y crois pas tellement. Problème de châssis. Ah, toi, tu n'y crois pas? Parce que là, en fait, la première solution, c'est de dire, je sais pas, il y a eu un problème, il y a quelque chose qui s'est cassé sur la voiture. Et c'est plutôt là-dessus que chez Ferrari, on dirige, parce qu'il y a eu aussi, au-delà du fait de la pression augmentée dans les pneus pour rehausser un petit peu la voiture, on a réduit aussi la puissance moteur. C'est ce qu'a expliqué aussi Russell, qui avait carrément des accusations à peine voilées. Mais c'était bizarre, d'ailleurs. Et puis après, il est revenu un petit peu dessus, mais un pilote qui dit ça à chaud, il dit ce qu'il pense. Après, on sait que la communication de l'écurie lui demande de revenir. En disant que la voiture était à la limite de la légalité, le seul problème de la légalité, c'est de savoir si le patin, à la fin de la course, il fait 9 mm ou pas. S'il fait 9 mm, la voiture est légale. S'il fait 8 mm, la voiture n'est pas légale. Donc, et tu peux pas, si tu es à 8 mm à un moment, ça va pas repousser. Donc la voiture, elle n'a jamais été illégale si elle a passé les contrôles. J'ai trouvé ça un peu maladroit de la part de Russell. L'histoire, c'est qu'on a aussi réduit un petit peu la puissance, la puissance moteur pour éviter d'avoir trop de vitesse de pointe au bout de la ligne droite, parce qu'une F1, plus elle va vite, plus elle est appuyée par ses ailerons sur le sol, et plus la planche va frotter. Donc on a réduit de ça. Une information que je tiens de notre collègue Julien Pereira, qui lui estime à 300 tours minute de moins dans le dernier relais la baisse de rotation au niveau de la puissance moteur. Mais il y a quelque chose d'autre. Ça n'explique pas ces 2 secondes perdues au tour. Toi, tu ne crois pas à l'histoire du châssis endommagé ? Alors, non, je pense que c'est quelque chose qui est invoqué comme ça. Il y a anguille sous roche, forcément, mais on ne va pas le dire. Voilà. C'est comme quand, en 2019, le moteur de Ferrari... je ne mets pas ça au même point. Des dixièmes et des dixièmes, des kilomètres heure par paquet, 20 km/h, 30 km/h en ligne droite. Les gens se sont retournés en disant, mais
comment ça se fait. Il y avait quelque chose d'illégal là-dessous. Après, c'est la première fois que ça arrive. En 2019, c'était chronique. C'était un moteur qui était plus qu'en zone grise. On va dire ça comme ça. Il y a même eu un accord entre Ferrari et la FIA. Voilà. Et là, on fait un peu les surpris en disant mystérieux, etc. Bon. Autant c'est vrai qu'il pouvait expliquer par la baisse de température la pole qui était hallucinante de Leclerc le samedi, autant là, il devait déjà nous donner une explication, soit de l'aéro, soit vraiment du purement mécanique, soit un mauvais set de pneus, des choses comme ça. Il n'y a rien eu de tout ça, Et donc, tu ne crois pas à la possibilité d'avoir quelque chose qui s'est cassé sur le châssis Peut-être, oui, peut-être, c'est vrai, mais là encore une fois... En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. On va regarder du côté de Maranello et on verra. Sur un comportement dynamique, sur toutes les datas, il y a des capteurs, mais par centaines sur une voiture, ils auraient trouvé quelque chose qui cloche. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà où on en est. On aura peut-être, lors de notre prochain Fou du volant de reprise pour le Grand Prix des Pays-Bas, l'explication donnée par Ferrari sur cette baisse de performance. Mais malheureusement, pour Charles Leclerc, de nouveau, cette 27e pole position ne s'est pas transformée en victoire. Une victoire pour Laurent Mekies. Alors malheureusement, pas sur la piste, mais dans les coulisses, puisque avant le Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen avait confirmé qu'il resterait chez Red Bull pour la saison 2026 et pour la suite. Son contrat va jusqu'à 2028, me semble-t-il, Stéphane. Oui, c'était 2027 et 2028 en option. Ça, c'est depuis le début. Ça veut dire que c'est peut-être à l'avantage du pilote, parce qu'il avait signé, je crois, pour 5 ans, plus de 2 années supplémentaires, ça faisait beaucoup. Voir se projeter aussi loin... Bon, à un moment, le pilote, il dit je veux pouvoir quand même sortir de mon contrat. Bon, je ne serais pas étonné de ça, mais 2026, c'est verrouillé, c'est clair. Bon, il avait de toute façon plus la possibilité de sortir de son contrat. On s'est posé la question. Voilà, OK, Max Verstappen qui confirme, qui met fin aux rumeurs. Je reste chez Red Bull. OK, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer Laurent Mekies, on l'avait dit la semaine dernière. Chapitre 1, Laurent Mekies, re-signer ou garder Verstappen. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, la suite, c'est de faire monter en puissance le programme 2026. Parce que maintenant, 2025, c'est perdu. Si tu regardes le championnat, Max Verstappen, il a 97 points de retard sur Oscar Piastri. On ne jouera rien. Red Bull, au classement des constructeurs, est 4e à des années-lumière de McLaren. 2025, fermez le banc, on n'en parle plus. Donc, il faut faire marcher maintenant la voiture pour 2026. Et 2026, il y a une refonte totale du règlement technique. On va commencer à vous en parler de plus en plus régulièrement là, sur la dernière partie de la saison. Et dans cette nouvelle configuration technique, les moteurs vont vraiment drastiquement changer. C'est en prévision de cela que chez Red Bull, on avait monté une filiale qui s'appelle Red Bull Powertrain, c'est-à-dire que Red Bull avait décidé de faire soi-même son moteur pour mettre dans la Red Bull. Ça, c'est les suites de l'insatisfaction de l'association avec Renault, où il y a eu un moment où le moteur Renault était un petit peu en déficit par rapport à Mercedes et au Ferrari. L'annonce que Honda se retirait. Ouais. Et finalement, ce sentiment d'être un petit peu passager dans sa propre équipe, vécu par Christian Horner, avait fait que il avait dit bon, on va faire le moteur nous-mêmes. Je ne voyais pas Horner aller frapper à la porte de Toto Wolff pour lui demander un moteur Mercedes, ni à la porte de Renault pour demander un moteur, etc., etc. Tiens, d'ailleurs, on a vu. Ça aurait pu être Ferrari, parce qu'on en a vu d'autres comme ça. Mais d'ailleurs, on a vu Fred Vasseur et John Elkann sortir de l'hospitalité de chez Mercedes. Est-ce qu'ils sont allés chercher un moteur? Ou peut-être faire un échange, un échange en disant écoutez, après, on voudrait vous ramener Hamilton et on vous prend le petit jeune là. Comment il s'appelle, Kimi? Écoutez, on va vous en débarrasser. On peut pas imaginer. On pouvait pas imaginer un moteur Mercedes dans une Red Bull. Mais non, mais même s'ils avaient dit depuis 2005, la naissance de l'écurie, qu'ils ne feraient pas leur moteur parce que ça coûtait trop cher. Et puis ils se sont pliés à cette nécessité. Briatore nous a fait la démonstration que c'était trop cher de faire le moteur pour Renault. Oui, tout à fait. Mais bon, après, Red Bull a une autre surface financière, ou en tous les cas, la capacité de débloquer d'autres budgets, c'est aussi une volonté, tout simplement politique. Mais c'est Horner.
surtout, qui est allé chercher, qui a décidé, un, de faire le moteur, et deux, qui est allé chercher le sponsor, Ford. Il a fait deux choses qui sont quand même énormes, avec aussi un recrutement, il a pillé Mercedes, tout simplement. Ça, c'est clair. On a vu ça il y a quelques années, et il a pris des éléments quand même assez importants qui figuraient dans le paddock. Eh bien justement, on y va, on se lance, Stéphane. Donc, on récapitule, l'annonce, elle est faite en 2020, qu'il y aura donc une nouvelle configuration technique en 2026. Et le premier recruté, c'est Ben Hodgkinson, qui est donc le directeur technique, recruté en 2021. Je crois que c'est mars ou avril 2021 qu'il est recruté. C'est vraiment au tout début du projet Red Bull Powertrains. Lui, il vient de chez Mercedes Powertrains, et il était chez Mercedes depuis 2001. Ça faisait 20 ans qu'il était chez Mercedes. On se souvient que Toto Wolff avait parlé vraiment de trahison. Alors, pas spécifiquement en citant Hodgkinson, mais il avait dit « on s'est fait piller, il y a des gens qui nous ont trahis ». Vous allez comprendre pourquoi Toto Wolff a vraiment eu ce sentiment d'être vraiment trahi. C'est que Hodgkinson, donc il est recruté début 2021, et il va construire sa structure pour aller avec lui. Il va aller chercher Anton Maillot, qui sera responsable de la conception des groupes motopropulseurs à combustion. Parce que dans la configuration technique de 2026, la partie électricité, récupération d'énergie et énergie récupérée sera plus importante. Mais ça veut dire qu'il faut quand même un moteur à combustion hyper efficace, même s'il apporte moins, mais il faut qu'il soit hyper efficace aussi. Ça sera du 50% thermique, 50% électrique. Exactement. La part de puissance apportée. Ouais. Et puis il y a une autre évolution gigantesque, c'est du carburant de synthèse. Donc on n'a plus de carburant fossile. Là aussi c'est pareil, c'est un verrou technologique à faire sauter qui est fantastique. Qu'il faut savoir bien négocier. Soyez très attentifs aux fonctions et vous allez vraiment comprendre, là il y a une logique qui est démentielle. Donc Anton Maillot, responsable de la conception des groupes motopropulseurs. Il arrive lui en juillet 2021, donc 3-4 mois après Hodgkinson. Ensuite, on va chercher Steve Brody, qui lui est responsable des opérations moteur à combustion. Vous concevez le moteur, derrière, il faut savoir comment vous l'exploitez, comment vous gérez tout ça. Lui, il arrive en août 2021. C'est presque, c'est le train d'après, quoi. Et lui, il gérait tout le parc moteur de Mercedes en Formule 1 pour les équipes clientes. Il avait passé 21 ans chez Mercedes, Steve Brody. Donc, il va certainement s'occuper de Racing Bulls. On imagine, oui, que ça va être plutôt dans ses fonctions. Ensuite, on va aller chercher Pipe Claude, qui est responsable de la conception mécanique pour la récupération d'énergie. Là, on passe donc au pan récupération d'énergie. Donc lui, il est arrivé chez Red Bull Powertrains en avril 2022, en provenance de Mercedes. Il avait passé 17 ans chez Mercedes. Il avait notamment été responsable de l'équipe ingénierie moteur de 2010 à 2016. Ils avaient fait quelques bons moteurs à cette période-là chez Mercedes. On continue. Omid Mostaghimi, ingénieur en charge de l'électronique et de la récupération d'énergie. Donc là, c'est pareil. On conçoit la mécanique de récupération et on va chercher ensuite quelqu'un qui gère l'électronique pour gérer cette récupération d'énergie. Il arrive en avril 2022, donc en fait, il arrive là dans le même bus que Pipe Claude, en provenance de chez Mercedes F1. Il y a passé près de 10 ans, il chapeautait la partie électronique chez Mercedes F1 au moment de son départ. Le dernier arrivé, c'est Steve Blewett, directeur de la production. C'est un ancien de chez Williams, ancien responsable de la fabrication chez Mercedes. Il arrive en juillet 2022. Entre début 2021 et juillet 2022, la structure de Red Bull Powertrains, elle est prête et elle a commencé à travailler. Ouais. Il y a 3 ans, Stéphane. Il y a 3 ans que cette équipe a commencé à travailler. D'ailleurs, je crois... Alors, si tu regardes bien, en fait, ces arrivées sont échelonnées. C'est-à-dire que Mercedes a lâché ses éléments au fur et à mesure. Ils ne sont pas arrivés tous en même temps. Mais les recrutements commencent en 2020. Je crois que c'est ça ou 2021 ? Je crois que c'est 2021. Moi, j'ai 2021. Mars 2021 pour Anton Maillot. Pour Ben Hodgkinson, pardon. Ouais. Et là, en fait, ces noms-là sont déjà couchés sur un communiqué de presse de Red Bull, rédigé par Horner, qui est
en plein milieu du duel, la guerre, hein, vraiment, entre Red Bull et Mercedes, entre Max Verstappen et Hamilton pour les titres mondiaux pilotes et constructeurs. Il a dit, voilà nos prises de guerre. Ah ouais. Il y a quelque chose d'un petit peu inélégant. Au minimum, hein, de pas très fair play. C'est la guerre. Tout à fait. C'est la guerre. Et puis il sait très bien qu'en fait il déshabille complètement Mercedes, qui début 2021 aussi a perdu Andy Cowell, qui a dit moi j'ai fait des moteurs pendant je sais pas, des années et des années. C'est un vieux de la vieille chez Mercedes. Il dit je m'en vais, je vais prendre une respiration. Maintenant il est arrivé chez Aston Martin. Il est PDG. Bon, donc Toto Wolff a dû effectivement encaisser ces pertes-là. Et quand tu parles de trahison aussi, il avait une trahison envers Ferrari. On a parlé de ce fameux moteur qui était hors règlement en 2019. L'affaire a été réglée avec la FIA. Toto Wolff a dit, moi, mes équipes étaient épuisées parce que Ferrari avait pris une longueur d'avance. On ne savait pas comment, on ne comprenait pas. Il avait employé un terme très fort. Il avait dit, moi, je harcelais mes ingénieurs en leur disant, c'est pas possible qu'on n'y arrive pas. Tout à fait. Et il a dit, il y en a qui sont partis. Et j'en veux beaucoup à Ferrari de nous avoir épuisés, de nous avoir mis dans cet état-là. Et puis, Red Bull pensait mettre le coup de grâce. Et en 2026, ce qui ressort quand même, ce qui est assez incroyable, c'est que chez Mercedes, on nous dit, on a les mêmes données, on retrouve les mêmes choses qu'en 2014 par rapport aux objectifs qu'on a. Bon, mais chez Red Bull et chez Ford, on dit on est bien. Ouais, à voir. La prochaine étape maintenant, justement, je voulais y venir, Stéphane. La prochaine étape maintenant, c'est qu'il y a l'association avec Ford. Quand tu vois les pointures qu'il y a chez Red Bull Powertrain, tu te dis, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de quelqu'un d'autre? Si. Il va falloir nommer quelqu'un responsable de tout le projet, parce que jusqu'à présent, c'était Horner et ses charges. Alors, en Mekies, de nommer quelqu'un. C'est peut-être ce qui a coûté la place, d'ailleurs, à Christian Horner. Il voulait que tout passe par lui. Et ça commençait à poser des soucis, justement, dans la façon dont on va intégrer ce que peut apporter Ford. Parce que Ford peut apporter quand même des choses à Red Bull Powertrains. C'est un deal qui est 2026-2030 inclus. Là, ils y vont, mais ils mettent le paquet. C'est quand même un gros accord. D'abord, alors ça, c'est Helmut Marko qui a précisé ça. Ford peut vraiment renforcer Red Bull dans la capacité d'approvisionnement en matériaux importants. C'est clair que quand tu es un grand constructeur automobile, tu vas toucher, c'est des économies d'échelle. Donc forcément, à un moment... Plus que je pense, c'est dans la construction même des matériaux qui sont rares. Certainement, il y a une liste maintenant qui s'allonge, pas d'année en année, mais presque, sur ces matériaux qui sont hyper performants, mais extrêmement coûteux. Et je pense que Ford a une capacité, c'est ce qu'il mettait, c'est qu'il leur envoie des composants spéciaux pour tester au bon d'essai. C'est ce que fait Ford, avec de l'ingénierie en électrification aussi, mais la maîtrise totale quand même du projet, c'est Red Bull, c'est Hamilton Keynes, le design, la fabrication, et Ford est quand même un partenaire sponsor. Ouais, alors attends, parce que Ford, effectivement, Helmut Marko, dans les éléments qu'il a signalé que Ford pouvait amener, les batteries, donc les composants dont tu parlais, des capacités aussi sur la suralimentation, parce que c'est quand même un exercice assez particulier, et Ford a une expérience là-dessus. Et le dernier point, là, il est vraiment, c'est même plus de la matière grise, c'est vraiment des installations. Ford a une énorme soufflerie. Et on sait que chez Red Bull, c'est un des points faibles depuis quelques années. La soufflerie n'est plus tout à fait aux normes de la Formule 1. Or, depuis 2023, Ford a une des plus grosses souffleries du monde qui souffle à 320 km/h sur un tapis roulant. Enfin, ça a l'air assez démentiel. Et ça peut aider. Si tu fais des pièces que tu peux les faire tester vraiment dans une soufflerie efficace, normalement, ça doit pouvoir t'apporter des choses énormes. Donc, le prochain chantier, maintenant, c'est l'intégration entre cette équipe-là qu'on vient de parler, dirigée par Ben Hodgkinson. Ce que les gens de chez Ford peuvent amener, au-delà du sponsoring, je suis d'accord avec toi, mais ils vont vouloir mettre la main dedans. Et je pense que Christian Horner ne voulait pas en entendre parler et qu'à un moment donné, on lui a dit là, Christian... c'est pas, il va falloir partager entre toi et Ford. Tout à fait, mais voilà. Ford se renseigne régulièrement sur l'avancée du projet. Et les rumeurs, il n'y a jamais eu de rumeur de départ de Max Verstappen. Il y avait des discussions, il se posait la question, mais c'est pas une rumeur en soi. Quand on lui posait la question, il ne répondait pas « non, je reste ». Non, mais
Là, maintenant, il réfléchissait, mais on n'a jamais eu l'information. Max Verstappen va chez Mercedes. Ça aurait été une rumeur. Une rumeur, c'est ça, c'est une information qu'on a, qu'on ne peut pas confirmer. On est en attente de quelque chose. Et puis à un moment, on a la vérité. Mais là, il n'en a jamais été question. Et Ford a dit, nous, on n'a jamais eu peur que Max Verstappen parte, parce que de toute façon, nous, on restera. Mais en même temps, si Max Verstappen s'en va et eux s'en vont, mais je me demande où est-ce qu'ils vont en même temps. Je suis désolé, quand tu t'appelles Ford, le premier jour du contrat avec Red Bull, le premier communiqué, tu vas voir Max Verstappen. Si Max Verstappen est parti, le premier jour de l'association, tu vois qui? Yuki Tsunoda sur l'affiche. Respect absolu à Yuki Tsunoda, c'est quand même moins vendeur qu'un quadruple champion du monde. Non, mais entendu. Et par rapport aussi à l'évolution de ce V6, là où on se pose des questions aussi sur l'après, parce qu'on est en train de réfléchir sur un retour au V8 ou au V10, Ford, ils ne sont pas fermés, ils ne sont pas obtus là-dessus. Hein. Bah non, ils ont dit qu'il faut voir dans quelles conditions. Eux, ce qu'ils veulent simplement, c'est autour de ça, de l'électrification, parce que ça a un sens, c'est pertinent au sens industriel. Ford a un plan d'investissement de 50 milliards de dollars pour électrifier sa gamme. L'électrification, tout à fait, avec un objectif de vendre 2 millions de véhicules en 2026. Et il compte aussi sur le décollage de ce programme pour soutenir les ventes dans les concessions, même si on sait que chez McLaren, ça ne marche pas tellement bien. Les ventes de GT, de supercars, de voitures d'exception, tout comme Aston Martin qui est dans une situation encore plus délicate, mais Ford dit, pour nous, ça a complètement du sens, on est dans notre sujet. Voilà donc où on en est du côté de chez Red Bull. Après donc la confirmation de Max Verstappen restant dans l'équipe pour 2026 et au-delà. Maintenant, la prochaine étape, l'intégration de ce que peut apporter Ford au sein de Red Bull Powertrains. Et puis il y a encore un autre chantier pour Laurent Mekies, c'est de consolider un deuxième pilote. Parce que là, les derniers points marqués par Yuki Tsunoda, c'est le 18 mai à Imola. Ah oui, et c'était une 10e place. Je n'avais pas remarqué. Donc c'est le prochain chantier maintenant pour Laurent Mekies, là sur lequel il a vraiment la main. Red Bull Powertrains, pour moi, Laurent Mekies, il ne doit pas trop y toucher, laisser faire vraiment le reste du staff pour gérer ça et donner une ligne directrice et voir après. On a encore été bien bavard, j'ai l'impression. On va pouvoir se reposer, Stéphane, parce que j'entends au loin ta bouée canard à toi, garée en double fil, qui klaxonne. Ouais. Elle est impatiente de partir en vacances et d'aller voguer sur les flots bleus, Stéphane. Ouais. On va partir en vacances. La F1 va faire une petite trêve, une bonne trêve quand même. Un prochain Grand Prix, le Grand Prix des Pays-Bas. Ça reprendra le vendredi 29 août. Je donne les horaires si tu as quelque chose à nous dire sur ce Grand Prix. J'imagine que oui. Oui. Tu nous en parles après. Tout à fait. Les horaires, c'est important. Première séance d'essai libre vendredi 29 août à 12h30, la deuxième à 16h. Samedi 30 août, la troisième séance d'essai libre à 11h30, les qualifs à 15h. Le Grand Prix sera dimanche 31 août à 15h. Stéphane, qu'est-ce qu'on doit attendre de ce Grand Prix des Pays-Bas ? Très bonne question. Je commence toujours par le pneu, centrage des pneus. Rien de surprenant, C2, C3, C4, c'est le combo le plus utilisé dans l'année. Donc là, rien d'extraordinaire à attendre de ce côté-là. On verra après s'il y a, comme sur les deux derniers Grands Prix, différentes combinaisons, ce qui rend les courses extrêmement intéressantes. Ça, c'est absolument génial. Sur les pneus, demande de traction, évidemment, parce qu'il y a des virages partout à Zandvoort. Beaucoup de sollicitations sur les freins, évidemment, et en force latérale aussi. C'est un corollaire. Et puis, il y a ce fameux dernier virage qui est le plus incliné du championnat, ce fameux virage Harry Höllendick à 18 degrés quand même. C'est juste énorme ce qu'ils ont fait. C'est assez spectaculaire. Run relativement court, un petit peu plus court que la moyenne, 199 mètres pour aller au premier virage. Mais dans tout ça, en sortie de banking, DRS, et ça dépasse quand même. S'il pleut, alors là, c'est le record de 2023 qui pourrait tomber. Je ne sais pas, il y avait eu 188 dépassements. Donc, la course peut donner des choses assez intéressantes, même si Verstappen était parti de la pole et avait gagné. On peut voir à Zandvoort fin août. Ah ouais. Tout à fait. Verstappen avait gagné les 3 premières éditions et Norris, celle de l'année dernière, en partant encore de la pole position, mais il avait été piégé au départ par Verstappen. Il avait récupéré sa place. On s'en souvient, sa McLaren était largement supérieure. Il avait
dépassé au 18e tour, donc ça s'était conclu quand même assez sondeur. Rapidement. Mais il y avait eu du spectacle, donc on peut en attendre encore. Donc tous les polemen ont gagné depuis 2021, mais ça, il ne faut pas désespérer. Et puis, donc c'est là que Charles Leclerc doit faire la pole. Pourquoi pas et gagner, enfin. Et ça sera le premier Grand Prix de Steve Nielsen en tant que directeur d'équipe d'Alpine. Alors tu vas me poser la question avec Steve Nielsen, mais tu vas me dire, mais avec Colapinto? Et moi je te réponds, avec Briatore. Ça, on verra ça. Maintenant tu fais les questions et les réponses. En fin de semaine, okay. Tout à fait, du Grand Prix des Pays-Bas. Et puis, avec quand même quelque chose qui annonce un petit peu de la stabilité enfin chez Alpine, puisque François Prévost a pris ses fonctions de PDG du groupe Renault à la place de Luca De Meo. Et lui, il a dit tout de suite, la vocation d'Alpine, c'est d'être en Formule 1. Bon, après, on ne sait pas ce qu'il en sera sur les autres programmes ça permet de sport mécanique, mais en tous les cas, il a dit ça, donc il ne faut pas s'attendre à une révolution comme on en a eu un petit peu trop souvent au mois d'août du côté d'Alpine. Pour l'instant, c'est presque un mois d'août calme chez Alpine. Tu le dis bien. En tout cas, le plus calme depuis plusieurs années chez Alpine. Bon, bah voilà. Donc, on se retrouve, nous, le mardi qui suit ce Grand Prix des Pays-Bas. Si je calcule bien, ça doit être le 2 septembre. On reparlera de cette 15e épreuve de la saison. En attendant, prenez quand même un petit peu de vacances. Pensez un peu à autre chose que de la Formule 1 et des fous du volant. Et puis nous, on se retrouve donc après le Grand Prix des Pays-Bas. Stéphane, d'ici là, on coupe le contact.